Sébastien Krebs, on accueille à présent votre invité politique ce matin, le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre ce matin en studio. Vous faites partie donc des parlementaires trentenaires au sein des Républicains et vous souhaitez porter la voix de cette nouvelle génération. On va parler de l'avenir de la droite. D'abord, l'image d'hier, Vladimir Poutine à Brégançon. C'était une bonne idée de l'accueillir ? Oui, bien sûr, on doit parler à tout le monde. Nous sommes la France, un des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le fait que la Russie ne fasse plus partie du G8, qui est devenu le G7 depuis son retrait et l'invasion de la Crimée, n'empêche pas le dialogue avec Vladimir Poutine, en expliquant les choses, en expliquant que l'invasion de la Crimée était une erreur et qu'il faut trouver des solutions maintenant à ce conflit qui est gelé. Mais on voit bien, par exemple en Syrie, que la Russie a eu un rôle déterminant dans la victoire contre Daesh, du moins territorialement. Emmanuel Macron a été très direct, y compris sur la question des libertés publiques, des manifestations qui sont en cours en Russie. Vous approuvez la façon dont il a amené les choses et ses réponses hier ? La France a vocation à parler de tout avec tout le monde. Il y a certainement des problèmes de droits de l'homme en Russie. Il y a eu des assassinats qui sont des assassinats clairement politiques. Il faut l'évoquer, mais il faut aussi rester humble quand on voit, par exemple, le traitement qui a été fait au moment des manifestations des Gilets jaunes. Ça a été également rappelé par Vladimir Poutine. Donc le dialogue n'empêche pas d'être franc dans l'expression que nous avons avec nos partenaires. Vous êtes d'accord avec le président quand il dit que la Russie est profondément européenne ? Oui, parce que c'est l'histoire. Pierre le Grand, quand il a pris la tête de l'Empire russe au XVIIe siècle, a tourné la Russie vers l'Europe, en déplaçant la capitale à Saint-Pétersbourg. Et donc la Russie a vocation d'être une puissance européenne et mondiale. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être membre de l'Union européenne, ça veut simplement dire qu'elle prend part dans les grandes décisions qui influent le continent. Et quand on voit les projets gaziers, par exemple, qui existent au niveau de la Baltique, quand on voit les inquiétudes de nos partenaires baltes par rapport aux incursions russes dans leur espace aérien, leur espace maritime, c'est parfaitement logique et cohérent de penser que la Russie est une puissance européenne. Hier, Emmanuel Macron s'est quand même heurté à des fins de non-recevoir, que ce soit sur la Syrie, sur les remarques dont on parlait sur les droits de l'homme. Vous y croyez vraiment à ce rapprochement possible avec la Russie ? On ne peut pas laisser la Russie de côté. C'est une des grandes puissances mondiales, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire, et donc vouloir mettre la Russie de côté, ce serait une erreur gravissime. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit en faire notre meilleur allié ? Je ne le crois pas. Un mot du G7 qui se prépare à Biarritz. On en a beaucoup parlé ce matin, notamment de ce dispositif de sécurité hors norme qui est en train de se mettre en place. Christophe Castaner sera sur place aujourd'hui. Il y a notamment ce contre-sommet anticapitaliste qui s'organise dans la ville voisine d'Hendaye. Christophe Castaner, extrêmement critiqué par les différentes oppositions cet été. Il n'a pas le droit à l'erreur, là, le ministre de l'Intérieur, cette fois-ci. Il n'a pas le droit à l'erreur, comme ça fait 6 mois qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il a déjà prouvé son incapacité, son incompétence à assurer l'ordre public, à assurer la sécurité et protéger les Français. On a eu 2 fois les Champs-Élysées qui ont été saccagés au moment des événements des Gilets jaunes. On a des centres-villes qui ont été occupés et également saccagés ces différentes dernières semaines, ces différents derniers mois. Et donc là, on sait très bien que les rassemblements G7, G8, G20 sont des instants où les anticapitalistes, mais au-delà de ça, les anarchistes et les Black Blocs, viennent pour mettre à sac des quartiers, des villes. Ça a été le cas au Canada, ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas en Italie. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés parmi les forces de l'ordre, parmi les manifestants. Et donc, il est absolument nécessaire que le gouvernement et que Christophe Castaner, pour une fois, réussissent à assurer l'ordre et protéger les Français, les manifestants et les participants au G20. Pierre-Henri Dumont, venons-en donc à l'avenir des Républicains. Les Républicains en pleine phase de reconstruction après les européennes. Les militants voteront en octobre pour élire leur nouveau président. Vous êtes engagé derrière Christian Jacob, comme la très grande majorité des parlementaires LR et de tous les ténors du parti. Il y a 3 candidats. Pourquoi on a l'impression qu'il n'y a pas de débat ? Il y a du débat. Les 3 candidats ont obtenu leur parrainage, ont obtenu le parrainage des parlementaires et des militants. La campagne va commencer, on a une élection mi-octobre, donc rien de presse, nous sommes encore en période estivale, d'ici quelques semaines cela va partir. Moi je soutiens Christian Jacob parce que je considère que c'est celui qui est le plus à même de rassembler l'ensemble des personnalités au sein des Républicains, qui nous a fait confiance au sein du groupe Les Républicains. Vous savez, quand on a 29 ans, qu'on est élu député et qu'on arrive dans un groupe avec des personnes qu'on a connues ministres, c'est un honneur de servir au sein de ce groupe et il nous a fait confiance sur des sujets extrêmement compliqués. J'étais l'orateur du groupe pour le CETA, par exemple. Je parle
également souvent sur les thématiques migratoires, où je prône une fermeté absolue sur les questions migratoires. Et donc, cette confiance, j'estime devoir la lui rendre, et c'est pour ça que je le soutiens. Et je pense sincèrement que l'élection de Christian Jacob doit permettre également de siffler la fin de la récréation et de ramener tous ceux qui s'estiment de droite au sein de la famille Les Républicains. Tous ceux qui ont des mouvements associés qui s'expliquent de droite mais qui ne sont plus membres des Républicains doivent intégrer à nouveau les Républicains pour être une véritable opposition, tous ensemble, discuter autour d'une même table et porter la contradiction Emmanuel Macron pour réussir à porter nos idées nouvelles en 2022, une véritable opposition Emmanuel Macron pour faire évoluer la France et changer le destin français qui, malheureusement, ne montre pas des signes encourageants aujourd'hui sous ce quinquennat. Alors je le disais tout à l'heure, avec un groupe d'une dizaine de parlementaires qui sont trentenaires comme vous avez formé ce que vous avez appelé le comité du renouvellement. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Justement une entité au sein des Républicains? Non, la logique est surtout d'en faire une boîte à idées, c'est-à-dire trouver des idées à peu près nouvelles qui permettent de changer la vision que les Français peuvent avoir sur les Républicains. Nous avons beaucoup de propositions de loi qui ont été déposées au sein de l'Assemblée nationale, qui ne sont pas forcément reprises ou qui ne sont pas encore assez mises en avant. Et donc, on veut rassembler autour d'une même table tous ceux qui soient jeunes ou non, dans leur mandat, dans leur âge, qui veulent travailler à nos côtés pour redonner des idées nouvelles à la droite et, une fois de plus, participer à la reconquête du pouvoir d'ici 2022. Alors, quel sujet, par exemple, vous voulez porter? Par exemple, est-ce que vous partagez la ligne du parti et son hostilité à la PMA, puisque ça va être discuté à l'automne? Alors, je fais partie de la commission bioéthique, qui va commencer ses auditions d'ici quelques jours à l'Assemblée nationale. Et plus j'écoute, plus je me renseigne, plus je discute avec des personnes sur ce sujet, et plus je pense que je vais m'opposer à ce sujet. Parce que si on peut être d'accord avec le fait que la PMA doit être ouverte à différentes personnes, en particulier à des couples de femmes et des femmes célibataires, il y a des sujets qui se posent et pour lesquels on n'a pas de réponse. En particulier, la question des gamètes. On a une pénurie de gamètes aujourd'hui en France et demain, ça veut dire qu'on va avoir plus de personnes qui vont en avoir besoin. Et donc, on va arriver à un certain eugénisme parce qu'on va devoir aller au Danemark sélectionner sur catalogue le type d'enfant qu'on veut avoir. Si on veut un enfant blond, avec des cheveux bruns, je ne suis pas nécessairement convaincu que ce soit un modèle de société pour la France. On a ensuite une question sur le remboursement de la PMA, où j'estime que la sécurité sociale n'a pas remboursé la PMA, qui est en réalité quelque chose qui n'est pas fait pour combler une maladie, pour accompagner les personnes qui ne peuvent pas naturellement avoir d'enfants. C'est une dérive, je pense, du remboursement de la sécurité sociale. Et enfin, dernièrement, je n'ai pas de garantie suffisante pour voter la PMA, puisque je pense que cela engendrera derrière la GPA. C'est la jurisprudence de la CEDH qui prend le pas en réalité sur les législateurs nationaux. Ça, c'est le chiffon rouge agité par toutes les oppositions sur ce sujet. Parce que vous comprenez bien que on ne peut pas voter pour la PMA si on ne sait pas si cela va engendrer ou pas demain la GPA. Si on a la démonstration que ça n'engendrera pas la GPA, c'est un autre sujet. On n'a pas encore eu la démonstration, et donc à partir du moment où je ne suis pas convaincu, où je n'ai pas la démonstration que la CEDH, par exemple, n'imposera pas demain la GPA, comme c'est le cas, comme ça existe déjà dans différents pays européens, je ne peux pas voter en conscience la PMA, moi qui suis farouchement opposé à la GPA, qui est une question de dignité et de respect du corps humain et du corps de la femme en particulier. Vous êtes tous d'accord au sein de votre groupe de jeunes parlementaires, ou il y a débat? Pas forcément. J'ai longtemps entendu dire que notre groupe de jeunes parlementaires était une frange plus libérale que nos aînés. C'est absolument faux. J'ai des positions très dures, par exemple sur le domaine régalien, sur le domaine migratoire, beaucoup plus dures que ce qui a été fait par la droite quand elle était au pouvoir. Et sur la PMA, chacun a ses convictions personnelles. Il y aura une liberté de vote pour les élus, les Républicains? Ça a toujours été annoncé. Depuis le début du quinquennat, on a toujours une liberté de vote au niveau de la droite française au Parlement. Il n'y a pas de consigne de vote. Vous prenez par exemple le CETA, où j'étais l'orateur du groupe Les Républicains. Au début, on était en train de se dire mon Dieu, il va y avoir une division du groupe Les Républicains sur ce sujet du CETA. On revient à la question d'être libéral ou pas. Et nous avons démontré, grâce aux auditions que nous avons menées avec les représentants de la filière agricole, que le CETA était une mauvaise chose pour les Français et pour l'agriculture française en particulier, et les consommateurs français, puisqu'il va y avoir importation de bœuf nourri aux farines animales depuis le Canada. Et le groupe Les Républicains a à 95% voté contre
le CETA, et j'en suis assez fier. Une toute dernière question, très rapidement, Pierre-Henri Dumont. Le navire Open Arms qui est bloqué au large de l'Italie avec une centaine de migrants secourus en Méditerranée, cela fait déjà 3 semaines. Il y a un accord de répartition entre les différents pays européens. La France accepte d'en prendre 40 et pourtant ce bateau ne peut toujours pas accoster. Comment on règle le problème ? On règle le problème en renvoyant le bateau là d'où il vient, c'est-à-dire que les Vous voulez dire en Libye ? c'est-à-dire en Afrique. Avec, Vous voulez dire en Libye, non ? Écoutez, la Libye aujourd'hui est un pays qui n'est pas considéré comme un pays absolument sûr, mais il y a des ports à côté où normalement quand un bateau en détresse peut aller, il va par exemple en Tunisie où il peut accoster assez facilement. Mais la logique derrière, c'est quoi ? La logique, c'est que si on accepte tous les bateaux qui viennent, on encourage l'immigration illégale par ce biais-là. Il y a des procédures légales pour venir en France, qui sont des procédures de demande d'asile, qui sont des procédures de protection auprès des différents consulats qui peuvent exister, qui sont des procédures qui existent pour tous les pays européens. Là, il y a un accord pour accueillir ces 100 migrants. Mais vous comprenez bien que là, ce sera 400 migrants sur le bateau. Demain, comme c'était le cas hier, il y aura à nouveau des traversées par des petits bateaux encouragés par les trafiquants qui vont dire aux migrants de prendre tous les risques pour leur vie pour traverser cette Méditerranée qui est extrêmement dangereuse. Il y a des manières de venir en Europe qui sont des manières légales, qui sont sans risque pour les migrants. Et le fait de leur faire prendre tous les risques parce qu'on leur dira si vous êtes repêché, vous allez pouvoir venir en Europe, avoir des procédures dérogatoires pour arriver en Europe, c'est encourager l'immigration illégale par ce biais et c'est faire prendre des risques vraiment pas nécessaires pour ces migrants et qui vont risquer leur vie, qui vont à nouveau transformer la Méditerranée. Donc, les renvoyer en Libye avec les dangers et les trafics il y a des moyens de faire extrêmement clairs. Et une fois de plus, on peut réussir, et c'était les propositions des Républicains, avec la création de hotspots dans les différents pays sur la côte sud de la Méditerranée pour pouvoir traiter les demandes d'asile sur place, éviter de se retrouver dans ces situations où la question c'est de se dire est-ce qu'on doit les accueillir ou est-ce qu'on doit les laisser mourir en mer ? Il y a d'autres solutions que les mettre aux mains des trafiquants pour ensuite se retrouver le couteau sous la gorge. Est-ce que vous devez les accepter ou pas ? Je ne le crois pas. Je pense qu'ils doivent respecter les procédures, que la France doit mettre en place ces lieux pour pouvoir traiter les demandes d'asile sur place en Afrique et en particulier sur la côte sud de la Méditerranée, où à partir de là, nous allons pouvoir choisir qui peut rentrer, qui peut bénéficier de la protection de la France ou des pays européens, qui ne le peut pas, sans se retrouver dans ces situations où on s'aperçoit que sur tous ceux qui demandent l'asile, sur ces bateaux, il y en a en réalité à peine la moitié qui peuvent bénéficier de la protection française ou d'un autre pays européen. Merci Pierre-Henri Dumont d'être venu ce matin à Europe 1. Je rappelle que vous êtes député du Pas-de-Calais, membre des Républicains. Bonne journée. Merci.